on a souhaité vous parler de cette épidémie qui progresse parce que la journée mondiale du diabète existe depuis près de 30 ans. Et bien aujourd'hui, il y a toujours 400 millions de personnes atteintes dans le monde, 4 millions en France, et on estime surtout qu'il y a environ 800 000 personnes qui sont atteintes sans le savoir. Il faut donc parler de l'épidémie, il faut donc continuer à communiquer sur cette épidémie, parce que c'est une maladie qui peut être grave, mais c'est aussi une maladie où la médecine fait des progrès, et c'est ça qu'on a voulu vous parler, vous aborder, on a voulu aborder ce thème aujourd'hui, puisque au sommaire, eh bien, on va vous parler de ce pancréas artificiel. Concrètement, c'est une innovation technologique majeure. C'est une innovation, mais ce n'est pas la seule. On va aborder les autres innovations qui vont permettre d'alléger la vie des diabétiques tout au long de leur vie. Pour ça, eh bien, nous allons recevoir des endocrinologues de l'hôpital de Perpignan. On va également recevoir une infirmière, une diététicienne, et surtout, on va recueillir le témoignage de 2 personnes qui ont reçu ce pancréas artificiel. C'était il y a 15 jours. Et là, eh bien, on va pouvoir ils vont pouvoir nous livrer leurs premières impressions et nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour eux. Alors, tout au long de l'émission, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est comme toutes les semaines, on insiste sur l'interactivité. Posez vos questions, puisqu'en coulisses, eh bien, il y a le docteur Amina Radawi, qui est médecin endocrinologue aussi à l'hôpital de Perpignan. Elle est en coulisses et elle va sélectionner les questions auxquelles nous allons répondre. Alors, docteur Muriel Benamou, vous êtes chef du service... Bénichou, excusez-moi. Vous êtes chef du service endocrinologie du CHU de l'hôpital de Perpignan. Expliquez-nous un peu ce qu'est ce pancréas artificiel. Est-ce que c'est une greffe d'organes? Qu'est-ce que c'est? Alors, contrairement à ce que le terme pourrait laisser penser, il ne s'agit pas d'une greffe d'organes à l'intérieur du corps, mais d'un matériel externe, c'est-à-dire posé, qui va délivrer de manière automatique de l'insuline aux patients diabétiques. Donc c'est un dispositif qui est constitué de 2 éléments. Un capteur de glucose posé sur la peau, qui va mesurer en continu le taux de sucre du patient et qui va envoyer les informations à une pompe dite intelligente, c'est-à-dire dotée d'une sorte de cerveau, qu'on appelle un algorithme, et qui va être capable, en réponse à ces informations, de les analyser et de calculer les doses d'insuline nécessaires pour le patient, donc pour maintenir le taux de sucre dans l'objectif souhaité. Donc c'est une avancée majeure dans le sens où le patient n'a plus à calculer ses doses d'insuline. Concrètement, c'est une opération lourde. Comment ça se passe? Non, c'est pas du tout, je vous dis, une opération. C'est vraiment un matériel posé sur le corps, mais qui nécessite par contre une éducation thérapeutique. Et donc, on ne peut pas le mettre en place n'importe où. Il faut que ce soit mis en place dans un centre initiateur de pancréas artificiel par une équipe pluriprofessionnelle qui soit formée à l'éducation thérapeutique. Donc ça demande un parcours pour le patient avant donc de pouvoir être candidat à ce pancréas artificiel et pour pouvoir l'utiliser du mieux possible. Pourquoi Perpignan? Alors, je tiens quand même à faire une petite mise au point. Si vous voulez, toutes les études cliniques pour prouver l'efficacité et la sécurité d'emploi du pancréas artificiel ont été faites par les CHU. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est les premiers patients hors études cliniques, c'est-à-dire en vie réelle. Et pourquoi l'hôpital de Perpignan? Eh bien parce on s'est lancé depuis de nombreuses années dans les nouvelles technologies et on a une file active de plus de 800 patients sous pompe à insuline, plusieurs centaines de patients qui ont des capteurs de glucose et puis on a une équipe pluriprofessionnelle formée à l'éducation thérapeutique qui est à même de pouvoir prendre en charge ce type de patients. Car il faut rappeler que les Pyrénées-Orientales sont particulièrement touchées par le diabète. Tout à fait. Dans les Pyrénées-Orientales, on a plus de 25 000 patients diabétiques, ce qui dépasse la moyenne nationale, puisqu'on est à plus de 6% en moyenne dans les PO. Alors, qui pourra bénéficier de ce pancréas artificiel? Alors, pour l'instant, ce sera essentiellement les patients diabétiques de type 1
qui ont déjà une expérience de la pompe à insuline depuis au moins 6 mois. Et qui, malgré une gestion rigoureuse de leur diabète, gardent un diabète déséquilibré ou instable. Donc ça implique, si vous voulez, une motivation du patient, et ça implique aussi des attentes réalistes du patient. C'est-à-dire qu'un patient qui aurait une vision, qui n'aurait pas accepté son diabète, et qui aurait une vision magique du pancréas artificiel, ne serait pas un bon candidat. En revanche, les enfants, à partir de l'âge de 6 ans, peuvent en bénéficier. Et il y a des études très prometteuses en cours pour les jeunes enfants entre 1 et 6 ans. Donc on peut espérer que très rapidement, les jeunes enfants puissent également en bénéficier. Ça coûte combien? Est-ce que c'est remboursé? Alors pour l'instant, il y a 2 dispositifs qui sont en bonne voie puisqu'ils disposent de ce qu'on appelle le marquage CE, qui généralement laisse entendre que dans les mois qui viennent, il devrait y avoir une commercialisation et un remboursement. Mais pour l'instant, le pancréas artificiel est remboursé, par exemple, est commercialisé aux États-Unis, mais n'est ni commercialisé ni remboursé en France. Mais comme je vous l'ai dit, il y a 2 des modèles, dont l'un qu'on utilise à l'hôpital de Perpignan, qui devrait normalement, si tout se passe bien, pouvoir être commercialisé et remboursé, je dirais courant 2021. Est-ce qu'on a des projections sur le nombre de personnes qui pourront être équipées de ce pancréas artificiel? Alors, je pense que les indications, je vous ai dit, là pour l'instant, c'est les diabétiques de type 1. On peut espérer qu'à l'avenir, ça puisse s'étendre à d'autres types de patients. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste quand même quelque chose de coûteux, puisque, si vous voulez un ordre d'idée, le coût d'un pancréas artificiel par an et par patient, c'est à peu près 10 000 euros. Donc, pour l'instant, l'assurance maladie va restreindre quand même les indications à certains patients. Mais comme je vous l'ai dit, si finalement on se rend compte que grâce à ce pancréas artificiel, les patients sont mieux équilibrés et donc ont moins de complications, comme ce qui fait les coûts de santé, ce qui coûte cher à la société, c'est les complications du diabète, hein, si on raisonne en termes purement économiques, eh bien, on peut se dire qu'avec ce type de dispositif, les gens seront mieux équilibrés, auront moins de complications, et donc, finalement, on en tirera un bénéfice, y compris au niveau médico-économique. D'accord. Est-ce que du coup, dans l'avenir, on va pouvoir avoir des patients atteints du diabète qui auront moins de complications, justement, c'est un peu l'objectif? Tout à fait, c'est l'objectif souhaité. Hein. Dans toutes les nouveautés sur le diabète, on raisonne pas uniquement en termes d'équilibre glycémique, mais vraiment en termes plus global de complications. Parce qu'on sait que ce qui fait la gravité du diabète, c'est pas le diabète lui-même. Un diabétique sans complications est un diabétique qui a la même espérance de vie qu'un patient qui n'est pas diabétique. Donc ce qui fait la gravité du diabète, c'est vraiment les complications que peut entraîner le diabète. Et c'est vraiment vers là qu'on essaie d'aller pour justement limiter au maximum ces complications. Et l'espérance de vie même des diabétiques peut être allongée grâce à ce pancréas artificiel? Disons que ce qui est sûr, c'est qu'ils seront mieux équilibrés, donc moins de complications. Donc par ce biais-là, c'est sûr que l'espérance de vie va s'allonger pour eux. Et puis, on en parlera certainement tout à l'heure, une nette diminution aussi de la charge mentale, puisque finalement, on avait jusqu'à présent la pompe et le capteur de glucose, mais qui étaient indépendants. Et c'était l'intelligence du patient qui devait intervenir pour calculer les doses d'insuline, donc une charge mentale importante. Et grâce à cet algorithme qu'on a mis grâce à cette intelligence artificielle, eh bien cette intelligence artificielle vient suppléer, vient soulager un petit peu le patient. Et donc il y a une nette diminution de la charge mentale et une amélioration de la qualité de vie très probablement. D'accord, merci. Alors, on attend toujours les questions des internautes. Hein. N'hésitez pas à nous poser ces questions sur notre page Facebook. On va les sélectionner et puis on essaiera d'y répondre le plus possible. Alors, effectivement, le pancréas artificiel, c'est un dispositif de haute technologie puisqu'il faut que le patient apprenne à gérer sa machine. Et donc, nous recevrons bientôt dans une deuxième partie les autres, le personnel soignant qui accompagne ce dispositif ensuite pour apprendre aux patients à gérer ce pancréas artificiel.
la pose du pancréas artificiel, le patient va apprendre à vivre avec. Et pour comprendre comment ça se passe, eh bien, on va... Aurore Dardier, vous êtes Bonsoir. infirmière. Oui. Vous êtes formée à l'éducation thérapeutique. Concrètement, quel est votre rôle une fois que le patient a eu ce pancréas artificiel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez faire avec le patient? Alors la première chose qu'on doit faire déjà, c'est vérifier que les acquis qu'il avait auparavant sont toujours bons. C'est-à-dire que le patient qui avait déjà une pompe auparavant, qui avait déjà un capteur, et là le matériel en fait qu'on leur apporte qui est nouveau, mais de visuel on va dire c'est à peu près la même chose que ce qu'ils avaient avant. La pompe elle ressemble à la pompe qu'ils avaient avant, le capteur c'est kiff le même, il se pose de la même façon, donc on va juste vérifier en fait les bonnes pratiques, qui changent bien leur cathéter tous les 3 jours, voilà, ce genre de choses. L'aspect technique c'est pas le plus important parce que ça généralement ils le maîtrisent déjà bien. Nous ce qu'on a le rôle qu'on a plutôt c'est de l'éducation. C'est-à-dire qu'on va devoir leur apprendre, la plus grosse partie, à laisser faire la machine. Là, c'est la pompe en fait qui va travailler pour eux. Comme a dit le docteur Benichou tout à l'heure, l'intelligence artificielle qui est embarquée dans la pompe, c'est elle qui va gérer en fait les doses d'insuline. Auparavant, on a des patients qui avaient l'habitude de se corriger tout seuls. Exemple, ils étaient en hyperglycémie, ils étaient à plus de 2 grammes, ils s'envoyaient un bolus de correction, c'est-à-dire qu'ils s'envoyaient une dose d'insuline supplémentaire en dehors des repas. Là, la machine, elle le fait toute seule. Donc il faut que le patient il apprenne à laisser faire et à lâcher prise sur le matériel en fait. Presque quelque part, il doit un peu oublier qu'il a une pompe, oublier cette machine et ce capteur qui est là, qui travaille en gros pour lui. Le seul moment où il doit faire un effort pour son diabète, c'est au moment des repas. Parce que ça, on en parlera tout à l'heure avec la diététicienne, il va falloir qu'il calcule ses glucides et qu'il annonce en fait son repas pour que la machine, elle, comprenne qu'il y a un repas et donc il va falloir injecter une dose d'insuline. Donc déjà, ça c'est le rôle le principal. Après, malgré tout, il faut quand même revoir avec eux les conduites à tenir en cas de problème d'hyperglycémie inexpliquée, d'hypoglycémie que la pompe en fait n'arriverait quand même pas à gérer, ou par exemple s'ils doivent aller faire du sport. Voilà, parce que les protocoles entre guillemets, quand il y a une activité physique, sont différents de ce qu'il y avait avant avec l'ancienne pompe et l'ancien capteur. Donc c'est surtout sur ces points-là en fait qu'on insiste beaucoup. En fait, c'est que vous leur apprenez à gérer plus simplement leur quotidien. Et en même temps, c'est ça que c'est la difficulté. Ah oui. Et ça prend combien de temps du coup? Vous les suivez pendant combien de temps? Ça se passe comment? Alors, la pose de la pompe avec ce capteur, là, avec cette boucle fermée, elle se déroule sur une semaine d'hospitalisation. Donc, les premiers jours, en général, on revoit plus les bases. On met la pompe, la pompe normale, sans la boucle fermée, c'est-à-dire sans le pancréas artificiel. Au bout de 24 heures à peu près, on enclenche le pancréas artificiel et on laisse faire la pompe. C'est des patients en fait à qui on met la pompe une semaine avant de venir en hospitalisation, histoire que la pompe apprenne. Parce qu'en fait cet algorithme il est intelligent et il apprend à s'adapter à chaque personne. Et au fur et à mesure du temps, l'algorithme va apprendre et va savoir que le patient il a plus de besoin d'insuline le matin que l'après-midi ou que la nuit. Et résultat, il va pouvoir mieux adapter en fait les doses d'insuline qu'il lui envoie. Donc, une fois qu'on a lancé le pancréas artificiel, après, on fait des différents, on va dire, tests. On va faire des repas tests où ils mangent un petit peu ce qu'ils ont envie et on va voir comment la pompe réagit. On fait également un test avec de l'activité physique où on teste effectivement le protocole, donc on appelle un objectif temporaire. Bon, bref, c'est de la technique après. Mais pour voir en fait avec eux, qu'est-ce qui se passe en fait quand ils font de l'activité physique et comment eux, ils doivent y réagir. Et puis, on est là aussi, la semaine, elle sert à répondre à leurs questions et leurs interrogations. Et surtout, ça met un climat de confiance quand même qui leur permet en fait de laisser faire plus facilement la machine. Muriel, vous vouliez ajouter tout à quelque fait. chose? Je pense que c'est important, là, ce que vous avez dit, Aurore, la notion d'algorithme auto-apprenant. Et c'est pour ça qu'il faut laisser faire au départ la pompe. Il ne faut pas que le patient intervienne trop parce qu'il faut que l'algorithme comprenne comment vit le patient. Parce qu'il y a un certain nombre de choses, elle l'a dit, les repas, l'activité physique et aussi les émotions. Alors ça, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que s'il y a une émotion forte, c'est compliqué pour l'algorithme. Donc, il ne faut pas non plus que le patient attende le Graal non plus. C'est-à-dire que l'algorithme a ses limites aussi. Et dans les dispositifs de pancréas artificiel, on travaille, les industriels surtout travaillent à des algorithmes de plus en plus auto-apprenants et de plus en plus perfectionnés pour se mettre vraiment au diapason du patient. Alors aujourd'hui, on hospitalise le patient, mais à l'avenir, finalement, ce ne sera pas forcément une étape obligatoire.
Exactement, parce qu'on s'est rendu compte en fait que les patients n'intervenaient pas trop sur la pompe tant qu'ils étaient hospitalisés parce qu'ils avaient, ils étaient en confiance. Et puis une fois rentrés chez eux, c'était un petit peu plus compliqué. Donc finalement, le fait de les mettre d'emblée dans les conditions réelles de vie, c'est peut-être ce qu'il faudra faire une fois que effectivement on aura un peu plus de recul, comme je vous ai dit, hors études cliniques. C'est accessible à tout le monde, cet apprentissage? Alors globalement, oui, sachant que c'est déjà des patients qui avaient déjà ce genre de dispositif avant. Donc c'est pas un gros apprentissage, on va dire, de nouveauté. Après, il faut quand même qu'ils sachent compter leurs glucides, donc il faut quand même un minimum de calcul. Mais globalement, oui, c'est quand même relativement accessible. Et ensuite, le suivi, comment ça se passe? Vous devez revoir le patient au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ou comment ça se passe? En fait, les patients, comme on l'a dit au départ, je pense, les patients en fait sont suivis par télésurveillance. C'est-à-dire qu'on a accès en fait aux données de leur capteur et de leur pompe grâce en fait à une application qu'ils peuvent télécharger sur leur smartphone. Et cette application nous permet d'avoir en permanence leurs courbes à disposition. Donc on les suit par télésurveillance. Donc s'il y a un souci, on les appelle ou eux nous appellent, mais nous on les appelle si on voit vraiment quelque chose qui ne va pas sur la télésurveillance. Et puis il y a des consultations téléphoniques à J7 et une hospitalisation de jour en général à 1 mois. Voilà. Et on les suit surtout de manière assez étroite dans les 3 premiers mois. Il y a une période test, parce qu'il y a un groupe d'experts qui a émis un petit peu le parcours type pour les patients qui désirent être équipés de ce pancréas artificiel. Et ça nécessite donc une période test quand même de 3 mois où on suit quand même le patient d'assez près. Alors justement, une question intéressante d'un internaute qui dit machine, dit panne. Si le pancréas artificiel tombe en panne, qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, ça arrive peu souvent, mais effectivement, il peut y avoir. C'est pas tellement que ça tombe en panne parce que l'algorithme, etc., ça fonctionne bien, mais c'est plutôt qu'il peut y avoir une obstruction au niveau du cathéter. Donc effectivement, s'il y a quelque chose de vraiment complètement inhabituel, une hyperglycémie, alors il y a heureusement des systèmes de sécurité au niveau de la pompe qui font que même si elle tombe en panne, elle va se rendre compte que quelque chose ne va pas, et donc elle va redonner la main en fait au patient. C'est-à-dire elle va sortir du mode automatique. Si dans les 6 à 7 heures, elle n'arrive pas à corriger correctement une hyperglycémie, etc., ça va sortir du mode automatique. Donc il y a quand même moyen. Mais voilà, après, il y a des gens aussi qui s'interrogent sur le risque aussi de piratage industriel, etc., enfin de piratage par des hackers, etc. Ça aussi, c'est une question, on ne peut pas les rassurer complètement là-dessus, mais ce qu'on peut leur dire, c'est qu'il faudrait vraiment que le hacker soit en présence du patient. Parce que ça communique par Bluetooth. Donc, pour envoyer une dose, par exemple, un bolus d'insuline très important au patient, il faudrait que le hacker soit à proximité du patient qui porte la pompe. D'accord. Okay. Alors, une autre question, voilà, toujours sur les problèmes techniques, ça fait toujours peur un peu ces machines. Qu'est-ce qui se passe si le patient constate que le problème technique, il est en mode manuel? Déjà, est-ce qu'il va savoir, s'il n'a plus l'habitude, est-ce qu'il va savoir réagir? Comment ça va se passer? Oui, ça me réagir parce que là, on le pose à des diabétiques de type 1, donc ça fait souvent longtemps qu'ils sont diabétiques, ils connaissent le diabète, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire. Après, quand on nous parle de problème technique, il y a 2 choses. Soit c'est un problème de matériel, donc effectivement, ils font tomber la pompe se casse, ou la pompe qui ne fonctionne plus, etc. Là, c'est le rôle des prestataires de santé. En fait, donc ce sont des infirmiers prestataires qui, eux, leur fournissent le matériel habituellement, qui là, vont devoir leur remplacer en fait le matériel qui est défectueux. Pendant ce temps, ils n'auront plus leur pompe. Donc là, ils vont être obligés de reprendre ce que nous on appelle en multi-injection, c'est-à-dire qu'ils vont devoir reprendre leurs injections d'insuline par stylo, ce qu'ils faisaient avant la pompe. Donc nous, quand ils sortent de l'hôpital, ils ont un protocole. Si jamais ils ne sont plus avec la pompe à insuline, avec le pancréas artificiel, ils doivent repasser avec ces insulines-là et ils ont les doses déjà qui sont prescrites et les protocoles d'adaptation comme on fait pour les autres patients. Après, si le problème, c'est plutôt le patient qui est toujours en hyperglycémie, qui ne comprend pas pourquoi, et
et qui se dit je fais tout bien, je comprends pas, j'ai changé mon caté, il se passe quelque chose. Dans ce cas, il nous appelle nous en fait dans le service. C'est ce que moi j'appelle le service après-vente en gros. C'est-à-dire que voilà, quand ils partent, on leur donne notre numéro de téléphone du service, on est joignable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et on est là pour répondre à leurs questions. Parce qu'effectivement, un des éléments du cahier des charges, justement, c'est d'avoir une astreinte médicale 24 heures sur 24. Donc, c'est effectivement important qu'ils puissent nous joindre. Mais effectivement, pour résumer, en fait, pour répondre de manière encore plus synthétique à la question de Pierre, on pourrait lui dire qu'en cas de problème technique, effectivement, il peut appeler le service déjà pour dire qu'il a un problème avec sa pompe. Et nous, on va lui dire d'appeler le prestataire. Parce que le problème technique, c'est vraiment le prestataire qui, je vous rappelle, est cet intermédiaire entre le patient et le service qui met en place la pompe. D'accord. Et tous ces problèmes techniques, j'imagine qu'il y a des protocoles. S'il y a un problème qui surgit, vous savez à quoi vous attendre, vous savez quoi répondre aux patients. Il y a des réponses qui doivent être déjà écrites, c'est ça. Qui répond par exemple au service? C'est exactement ce que disait, ce qu'elle vous disait tout à l'heure. Hein, tout le monde est formé du coup? Oui, alors tout le monde est formé. Hein, toute l'équipe pluriprofessionnelle est formée. Donc ça, c'est un élément important et rassurant pour le patient. Et puis, c'est ce qu'elle disait. Hein. S'il y a un problème avec la pompe, il y a le schéma de remplacement qui leur permet donc de revenir à leur multi-injection en attendant que le problème technique soit réglé. Et dans l'attente voilà, et ce problème technique, il va être réglé avec le prestataire. Ou voir avec le fabricant si vraiment le prestataire est dépassé. Voilà. Mais ça, jusqu'à présent, parce qu'il y a dans les études cliniques, justement, c'est pour ça qu'on peut quand même rassurer tous ces gens qui se posent ces questions sur ces problèmes techniques. Dans les études cliniques, ça a été la sécurité d'emploi. Il n'y a pas eu uniquement l'efficacité du pancréas artificiel qui a été étudiée, mais il y a aussi la sécurité d'emploi. Et on s'est rendu compte que chez les patients, il n'y avait jamais eu de problème de type décompensation de diabète à cause donc de l'utilisation du pancréas artificiel. Donc ça, c'est quand même relativement rassurant parce que ça porte sur des milliers et des milliers de patients. Ça avait duré combien de temps, les études cliniques? Alors, les études cliniques, elles ont été menées même dans certains cas sur une année, voire plus. Oui, donc on a quand même... Il y a un bon recul. Et puis, il y a beaucoup d'études nationales, mais surtout internationales. Hein. D'accord. Ok. Alors, pour le pancréas artificiel, on a besoin donc d'une infirmière, mais pas seulement en fait, puisqu'on a aussi besoin d'une diététicienne pour expliquer aussi aux patients comment ça se passe et comment on apprend à vivre avec justement ce nouveau pancréas artificiel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Nelly. Alors vous êtes diététicienne, vous êtes formée spécialement pour pouvoir accompagner ces personnes. Expliquez-nous un peu pourquoi ils ont besoin d'une diététicienne. Alors, ils ont besoin d'une diététicienne et mon rôle là, dans ce dispositif, c'est vraiment d'apprendre aux patients à compter les glucides de chaque prise alimentaire. Donc, ça va être vraiment évaluer les portions dans leur assiette et connaître les valeurs glucidiques des aliments pour qu'ils puissent évaluer vraiment la quantité de glucides de chaque repas et de chaque prise alimentaire tout au long de la journée. Parce qu'en fait, la machine ne fait pas tout. Il y a quand même, le patient doit quand même faire attention à certaines choses. Alors c'est là la différence, en fait, c'est vraiment la seule chose que le patient doit faire, en fait. Il agit que à ces moments-là, qu'au moment des repas, et il doit rentrer juste la quantité de glucides. Tout le reste, ça sera la pompe qui va le gérer. C'est là où c'est assez perturbant des fois pour les patients, parce que jusque-là, ils pouvaient quand même maîtriser un peu plus, et là, c'est la seule intervention qu'ils doivent avoir, et en tout cas, c'est ce qu'on leur demande, quoi. Et au niveau de leur régime alimentaire, il y a des choses qui changent par rapport à avant ou pas? Alors, il y a des choses qui peuvent changer, mais ça va plutôt dépendre de chaque patient. Certains faisaient quand même déjà de l'insulinothérapie fonctionnelle, donc ils étaient déjà un peu plus libres dans leur alimentation au quotidien. Ils avaient pu réintroduire des glucides un peu plus fréquemment, tout en comptant bien les glucides. Mais là, en fait, ça ne va pas être plus changeant que cela. La seule chose, c'est... bien compter les glucides à chaque fois et le régime alimentaire peut rester tout à fait le même. Il n'y a pas de modification spéciale là-dessus, quoi. Est-ce que les patients peuvent avoir un peu plus d'aliments plaisir ou pas?
Oui, bien sûr, et maintenant c'est vraiment les principes de base que l'on donne aux diabétiques, hein. Même s'ils ne bénéficient pas de ce dispositif, il y a vraiment une plus grande liberté alimentaire. Les glucides sont limités, contrôlés, mais ne sont pas interdits et proscrits. Et ça, c'est important aussi, de garder une notion de plaisir, éviter toute frustration, pour éviter tout craquage derrière, en fait. Donc voilà, c'est vrai que ça va encore aider à un peu plus de liberté, à oublier les régimes sans glucides qu'on pouvait dire il y a quelques années encore aux patients. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut enlever de tout discours, de tout professionnel, parce que voilà, on est vraiment sur une liberté alimentaire, une alimentation équilibrée, et tout le monde devrait manger comme ça, quoi, diabétique ou non diabétique. Et vous les suivez pendant combien de temps ? Alors, les patients qui ont le pancréas artificiel, donc on les éduque pendant toute la semaine, hein, encore une fois. Ensuite, on les revoit quand ils reviennent en hospitalisation de jour, en suivi. On refait un compte avec eux, voir s'il y a eu des difficultés à compter peut-être certains aliments, ou voilà. Et si besoin, on est là. Et voilà, il n'y a pas vraiment de limite ou de voilà. C'est dès qu'ils ont besoin, on peut être là, comme le disait Aurore, dans le service. Voilà, s'ils appellent ou s'ils ont des difficultés, on est là pour y répondre. Et tous les patients vous semblent à même de compter, voilà, c'est accessible à tous? Oui, c'est tout à fait accessible. Il y a aussi des outils qui peuvent les aider, hein, notamment des applications sur les smartphones. Donc il en existe plusieurs. Et là, il n'y a même pas à retenir en fait, hein, les valeurs. Il faut savoir aussi que souvent les patients, ils mangent la même chose. En fait, on s'en rend pas compte, mais on a un peu toujours la même ration glucidique sur nos repas. Et au final, ça va être un peu répétitif. Mais bon, c'est normal, c'est la vie normale en fait. Donc voilà. Et concrètement, quand vous disiez qu'il y a une certaine digitalisation du comptage, etc., il y a plusieurs applications, c'est le patient qui souhaite... comment ça se passe du coup Alors après, c'est le patient qui choisit celle qu'il veut mettre, hein. On peut les citer, les applications, oui. Donc il y a GluciCheck qu'on utilise peut-être plus fréquemment, je ne sais pas. Après, il y a mon glucocompteur aussi qui existe. Il y a aidez-moi. Il y a après Foodvisor, mais ça c'est ouais, Foodvisor, mais bon voilà, c'est là où on prend vraiment en photo le repas, mais bon voilà, faut attendre qu'elle évolue. Oui, voilà. Donc vraiment, il en existe plusieurs. On les cite aux patients, ils choisissent celle qu'ils souhaitent et celle avec qui ils sont le plus à l'aise. En fait, c'est ça qui est important. Voilà. Et vous, donc, vous êtes à même de leur expliquer comment ça marche. C'est assez simple finalement. Oui, c'est pas un trop grand chamboulement pour eux. Non, ça va, c'est assez simple. Certains le faisaient déjà, comme je vous l'ai dit, donc voilà, il n'y a pas un grand changement. Et même ceux qui ne connaissaient pas du tout, voilà, c'est très intuitif. Voilà. Et puis même visuellement, ils vont savoir quantifier aussi leurs portions. C'est ça surtout que j'essaie de leur amener, en tout cas, de quantifier bien les portions dans leur assiette, dans leur repas. Et ensuite, soit ils connaissent les valeurs, parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez répétitif, et à force, on les apprend par cœur, en fait, hein, naturellement. Soit ils s'aident de l'application, s'il y a des produits plus spéciaux, et on leur apprend aussi à lire les étiquettes, parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on achète et on lit sur l'emballage et tout est écrit dessus. Donc voilà. Alors justement, vous parliez, il faut maîtriser sa quantité, mais une question d'un internaute là, ce dispositif permet-il au diabétique de manger ce qu'il veut? Alors oui. Y a pas... Après, ce n'est pas vraiment le dispositif qui permet de manger ce qu'il veut, mais ça va permettre de bien adapter surtout l'insuline qu'il va y avoir à chaque repas, en fait. Donc, mais il peut tout à fait manger ce qu'il veut du moment qu'il apprend à compter les glucides et qu'il arrive à bien identifier les glucides de son repas. Quelque chose de très intéressant, elle disait que quand on laisse finalement la liberté aux gens, on rend cette liberté de pouvoir manger ce qu'ils veulent, finalement, il n'y a pas tant d'excès que ça. Ce qui crée l'excès, c'est vraiment l'interdit. Et donc de leur rendre cette liberté, c'est important. Et finalement, ils mangent pas n'importe quoi au final. Donc liberté n'est pas synonyme d'anarchie alimentaire. Et ça, je crois que c'est très important parce que dans le diabète, c'est quand même une maladie chronique avec beaucoup de contraintes. Et l'idée, c'est vraiment de limiter au maximum ces contraintes. Alors c'est vrai qu'avec les pompes à insuline, on s'est débarrassé en quelque sorte de la contrainte des piqûres d'insuline. Avec les capteurs de glucose, on s'est libéré de la nécessité de piquer le bout du doigt pour contrôler son diabète. Et maintenant, donc, on a aussi cette possibilité d'avoir cette liberté alimentaire. Donc il y a moins de contraintes. Et ça ne veut pas dire pour autant que les gens feront n'importe quoi. D'accord. Okay.
Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Donc en fait, on voit très bien que tous ces dispositifs permettent d'alléger un peu les contraintes des patients et également d'alléger la charge mentale des diabétiques. C'est ça qui est important aussi, comme vous le soulignez, c'est quelque chose il y a vraiment un peu, on vous écoute, un avant et un après. Aujourd'hui, diabétique, c'est beaucoup moins contraignant qu'auparavant. Tout à fait, et c'est très important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui parfois ont des moments vraiment de désespoir où ils se mettent à tout lâcher. Et souvent, ils lâchent tout, non pas parce qu'ils n'ont pas conscience de la maladie elle-même, mais parce qu'ils sont trop étouffés par toutes ces contraintes et toute cette charge mentale. Et donc, de pouvoir, et les mots qui sont le plus revenus, c'est libération, liberté, et voilà. Et donc on essaie de leur restituer un petit peu de cette liberté, tout en leur disant quand même que les attentes, comme je vous l'ai dit, doivent rester réalistes et que des contraintes, il y en aura il y en a encore. Mais plus on les limite, et je crois que plus on permet aux patients d'accepter sa maladie, parce qu'il y a beaucoup trop de patients qui sont dans le déni de leur maladie. Oui, en études cliniques, tout à fait, avec des très très bons résultats. Chez eux, en plus, ils n'ont pas toutes les principes éducatifs que les adultes ont depuis des années. Donc, c'est des patients naïfs, en quelque sorte. Et c'est pour ça que ça marche particulièrement bien chez eux. En plus, ils sont très à l'aise avec la nouvelle technologie. Donc, ils sont vraiment comme des poissons dans l'eau. Oui. Autre question pour vous, docteur. Quelles sont les contre-indications à la mise en place de ce dispositif ? Alors, la seule véritable contre-indication, c'est le fait d'avoir du diabète dans les yeux et d'avoir ce qu'on appelle une rétinopathie sévère, c'est-à-dire une rétinopathie, c'est-à-dire une atteinte de l'œil qui mettrait en péril, en fait, si on équilibre trop vite le diabète, qui mettrait en péril vraiment leur pronostic visuel. Voilà, donc c'est vraiment la seule contre-indication. Donc quand il y a une rétinopathie diabétique sévère, il faut d'abord traiter cette rétinopathie avant de mettre en place ce dispositif. Et d'ailleurs, on met en place ce dispositif en collaboration avec les ophtalmos. Dès qu'on a un doute, on appelle l'ophtalmo pour s'assurer de l'absence de contre-indication. Donc la véritable seule contre-indication médicale, c'est vraiment celle-là. Après, il y a pas des contre-indications, mais il y a des non-indications. Donc actuellement, les patients diabétiques de type 1 qui seraient complètement déséquilibrés parce qu'ils ont une gestion complètement anarchique de leur diabète, ce n'est pas forcément les patients à qui on va mettre d'emblée un pancréas artificiel. Les patients diabétiques de type 2, on ne leur met pas parce que ce n'est pas la priorité d'aller leur mettre ça chez des gens qui, pendant des années, peuvent être équilibrés avec des antidiabétiques oraux. Chez la femme enceinte, on a aussi trop peu de recul pour pouvoir mettre en place ce dispositif. Mais c'est plutôt des non-indications ou des précautions d'emploi que véritablement des contre-indications. Donc la seule véritable contre-indication, c'est vraiment la rétinopathie diabétique sévère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant de mettre en place un pancréas artificiel, il faut s'assurer que le patient ait eu un fond d'œil dans les 3 mois qui précèdent. Donc à l'avenir, il y a des non-indications. Peut-être que ces non-indications pourront être gommées. Peut-être que le pancréas artificiel va évoluer. C'est tout à fait ça. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va voir tout le bénéfice que peuvent tirer les patients du pancréas artificiel, les indications vont s'étendre. Tout à fait. Alors une autre question de nos internautes. Quelle est la durée de vie du pancréas artificiel ? Alors je vous l'ai dit, hein, le pancréas artificiel, ce n'est pas un organe, donc on ne peut pas parler de durée de vie parce que ce n'est pas un élément vivant. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pompe, il y a un capteur. Le capteur, en fait, il faut le changer tous les 7 jours. Donc il change tous les 7 jours. Et la pompe à insuline, elle ne se change pas, mais alors elle se change tous les 3 ou 4 ans. Mais par contre, ce qui se change 2 fois par semaine, c'est la tubulure. Hein, qui permet d'administrer l'insuline dans le tissu sous la peau. Voilà. Et puis il faut aussi, charger la pompe en insuline. Donc en fonction de la quantité d'insuline, c'est 2 ou 3 fois par semaine, voire simplement 1 fois par semaine si les besoins du patient sont faibles. Il va changer aussi sa
il va charger son réservoir en insuline. Et cette machine, est-ce qu'il y a des contrôles techniques? Est-ce qu'il y a des mises à jour à faire? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui devront être faites? Oui, alors ça, ce serait plus une question à poser en fait aux fabricants. Hein, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, l'algorithme, comme je vous l'ai dit, il est auto-apprenant et il peut évoluer au fil du temps. Donc si, par exemple, l'industriel était amené à modifier l'algorithme, soit il modifierait éventuellement la pompe et il changerait au patient de pompe, même s'il n'était pas au bout des 4 ans, puisque je vous l'ai dit, tous les 4 ans, il faut quand même changer la pompe. Le changement de la pompe se fait tous les 4 ans. Quelles sont les perspectives d'évolution de ce pancréas artificiel à l'avenir? Qu'est-ce que vous savez sur quoi ça Alors, les perspectives d'avenir, ce serait qu'effectivement, il n'y ait plus du tout d'intervention du patient et que la pompe soit capable, si vous voulez, d'anticiper les repas pour que le patient n'ait plus à les annoncer. Mais ça, on est encore dans la fiction, là, pour le coup, hein, parce qu'actuellement, on n'a aucun dispositif qui est capable de faire ça. Et puis, c'est aussi de rendre l'algorithme de plus en plus intelligent et qu'il soit capable de plus en plus de s'adapter vraiment à la vie du patient, d'être au plus près du patient au niveau de l'activité physique et surtout, comme je vous l'ai dit, au niveau des émotions. Parce qu'on se rend compte que ce pancréas artificiel, il marche de manière extraordinaire la nuit. Les courbes sont plates la nuit. Et en fait, là où le bas blesse un peu plus, c'est dans la journée. Parce que l'algorithme, il n'est pas tout à fait parfait pour pouvoir s'adapter aux émotions du patient. Et les patients, ça reste heureusement des êtres humains avec des émotions. Et donc ça, voilà, donc c'est des algorithmes peut-être de plus en plus intelligents. Et je pense que ça, vraiment, les industriels en sont capables. D'accord. Alors, une autre question d'un internaute de Nasser. Quel type d'insuline faut-il utiliser dans cette... Alors, actuellement, on utilise de l'insuline rapide, donc ce qu'on appelle des analogues rapides de l'insuline. Donc, essentiellement, l'anovorapide ou l'humalogue, mais l'humalogue concentré à 100 unités par ml, parce qu'il y a de l'humalogue à 200 unités par ml qui n'a pas l'autorisation. Et après, on a des insulines ultra rapides que probablement on va pouvoir utiliser, mais qui n'ont pas encore véritablement été testés dans toutes les études cliniques qui se sont faites surtout avec les analogues rapides de l'insuline type novorapide. Parce que là aussi, au niveau des insulines, il y a des innovations. Tout à fait. C'est-à-dire si vous voulez, le but pour un patient diabétique, c'est d'avoir le dispositif le plus miniaturisé possible, finalement, pour que ce soit quand même le moins visible possible. Et donc, on travaille beaucoup à des insulines de plus en plus concentrées, de manière à réduire la taille du réservoir et à faire des pompes à insuline de plus en plus petites, voire même complètement miniaturisées. Alors ça a été testé, il y a une insuline, notamment en Chine, qui a été testée à une concentration de 100 fois plus concentrée que l'insuline qu'on utilise habituellement. Et ça a bien fonctionné, donc dans une pompe toute petite. Donc normalement, ça devrait arriver quand même assez rapidement. Alors là encore, on y a un petit peu répondu tout à l'heure, mais on peut peut-être développer. Voilà, quel est le coût de ce type de... Donc en moyenne, je vous ai dit 9 500 à 10 000 euros en comptant donc, le matériel, le consommable, l'entretien. Donc c'est 10 000 euros par patient et par an. Donc voilà, donc ce coût, il ne peut pas être assuré par le patient et il faut vraiment que l'assurance maladie puisse assurer ce remboursement, en tout cas au départ, en tout cas dans certaines indications. Surtout que c'est un peu comme un investissement puisque par la suite, ça évite des complications qui, elles, coûtent cher à l'assurance maladie. Donc, même si ça coûte cher au début, finalement, ça peut éviter d'autres dépenses ultérieures et finalement, ça peut être intéressant pour l'assurance maladie. Tout à fait, c'est ce qu'on essaie c'est ce que les grandes autorités, les sociétés savantes essaient d'expliquer voilà, à l'assurance maladie pour qu'effectivement, progressivement, d'abord pour obtenir le remboursement dans certaines indications et puis espérons pour l'étendre dans d'autres indications. Ok, merci. Eh bien, on va bientôt maintenant passer à la troisième partie de notre émission.
Alors on l'a compris, l'année 2020 a été marquée par ces premiers pancréas artificiels, mais pas seulement, parce qu'il y a d'autres innovations technologiques. Et c'est avec vous, docteur Céline Haït, vous êtes endocrinologue à l'hôpital de Perpignan. Expliquez-nous un peu quelles sont ces autres innovations qui permettent d'améliorer la vie du patient. Oui, alors effectivement, l'année 2020 s'est révélée riche, malgré tout le contexte sanitaire un petit peu compliqué, en matière de diabétologie, avec ces innovations technologiques et thérapeutiques, que ce soit dans le diabète de type 1 ou dans le diabète de type 2. Donc, concernant le diabète de type 2, l'événement marquant de l'année, c'est la commercialisation en France et le remboursement du Forxiga ou dapagliflozin. Donc, en fait, le Forxiga, c'est un antidiabétique oral qui appartient à la classe des inhibiteurs du SGLT2. Ce médicament agit au niveau du rein en inhibant la réabsorption du sucre, du glucose. Et par ce biais-là, il permet non seulement d'améliorer l'équilibre glycémique, mais également avec dans les études des baisses d'hémoglobine glyquée autour des 0,6%, mais il a également un effet intéressant sur le poids avec des pertes de poids de 2 à 4 kg, un effet intéressant également sur la baisse de la pression artérielle. Donc il faudra chez le justement parce qu'on peut induire une baisse de la tension et une déshydratation, donc il faudra être particulièrement vigilant à ce niveau-là. Et puis, c'est un traitement qui a aussi un effet, outre les effets que je viens de détailler, des effets intéressants concernant les complications du diabète. Donc, ce médicament a été testé chez des patients diabétiques, mais également non diabétiques, dans certaines études, notamment l'étude DAPA-HF qui s'est intéressée en fait aux patients insuffisants cardiaques avec fraction d'éjection ABC, mais également chez des patients avec altération de la fonction rénale, avec une insuffisance rénale. Donc, il y a eu plusieurs études, dont la dernière en date DAPA-CKD. Et ces études ont montré une diminution de la mortalité cardiovasculaire chez le patient diabétique et non diabétique, et une diminution du risque d'aggravation d'insuffisance cardiaque et notamment d'hospitalisation. Au niveau rénal, on a montré justement une réduction du risque rénal, du risque d'évolution vers la dialyse, de greffe rénale, d'évolution de l'insuffisance rénale, mais également une réduction du risque de décès d'origine rénale et toute cause. Un de nos auditeurs qui prend du Forxiga et il se demande est-ce que c'est normal d'avoir du sucre dans les urines quand on prend ce médicament? Oui, alors tout à fait. En fait, c'est normal d'avoir du sucre dans les urines quand on est sous Forxiga. Non, c'est pas gênant. Le mécanisme en fait du Forxiga, comme je vous l'ai dit, c'est une inhibition de la réabsorption du glucose au niveau du rein. Donc, en fait, ce médicament va entraîner une glycosurie, c'est-à-dire une excrétion de sucre dans les urines. Voilà, donc c'est normal d'avoir du sucre dans les urines lorsqu'on est sous Forxiga. C'est normal et c'est presque bon signe en fait, ça veut dire c'est le mécanisme d'action. C'est ça, oui. Okay. D'accord, très bien. Et pour quelles sont les innovations donc, pour les autres diabétiques, les diabétiques de type 1 Je crois qu'on n'en a pas parlé. Est-ce qu'il y a des innovations qui leur permettent de mieux gérer leur diabète? Comment ça se passe pour eux? Alors oui, je pense qu'il est important de parler à ce niveau-là en fait du capteur Dexcom G6 qui va succéder au capteur Dexcom G4 et qui devrait obtenir le remboursement. On l'attend là très prochainement pour fin d'année. Donc en fait, les avantages de ce capteur par rapport au capteur Dexcom G4, donc c'est un capteur de glucose qui se place au niveau sous-cutané, qui enregistre le taux de glucose interstitiel comme les autres capteurs. Mais les avantages en fait de ce capteur, c'est tout d'abord qu'il ne nécessite pas de calibration. Pour le Dexcom G4 et pour le capteur Enlight notamment, qui est couplé justement à la pompe 780G, en fait, on n'a pas besoin de se piquer au bout du doigt, obtenir une glycémie capillaire pour calibrer le capteur Dexcom G6. Donc ça, c'est un premier avantage. Un second avantage, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est un capteur qui va pouvoir être couplé à des pompes à insuline dans le cadre de boucles fermées, de pancréas artificiels. Et ce capteur pourra être couplé à plusieurs types de pompes, plusieurs modèles de pompes. Et un autre avantage de ce... Alors, le pancréas artificiel, en fait, il y a plusieurs firmes, enfin laboratoires qui ont développé des pompes à insuline. Et ces pompes à insuline vont être couplées à un capteur de glucose, mais il existe différents types de pompes sur le marché et à venir.
D'accord. Il n'y a pas un seul modèle de pancréas artificiel. Il existe D'accord. plusieurs modèles de pancréas artificiel avec des modèles de capteurs différents et des algorithmes différents. D'accord. Ok. Pour en revenir aux avantages de ce Dexcom G6, je voulais vous dire, du coup j'ai perdu le fil, excusez-moi, Muriel, tu vas peut-être m'aider. Tu parlais du Dexcom G6, donc l'absence de telle calibration. Voilà. Est effectivement un intérêt important. La facilité de pose également, avec un inserteur en fait qui facilite la pose du capteur. J'oublie. Mais Ça va- justement, Muriel, une question. On a l'impression que dans la guerre qu'on livre contre le diabète, on a l'impression que les efforts sont faits pour améliorer le confort du patient et également éviter, plus généralement, et éviter les complications. C'est un peu ça les deux axes de la lutte contre le diabète. C'est un peu ça, Oui, Céline, vous le disiez très bien là sur le Forxiga, que ça agissait non seulement au niveau de l'équilibre, pour faire baisser le sucre, mais aussi pour diminuer effectivement les complications, notamment rénales et cardiovasculaires. Et pour ce qui est du Dexcom G6, c'est vrai que le fait de ne pas nécessiter de calibration, c'est-à-dire de ne pas devoir faire des piqûres au bout du doigt pour calibrer, pour permettre au capteur de savoir où il en est, si vous voulez, ça permet là aussi de se délivrer, comme je vous disais, de cette contrainte-là. Donc on est toujours effectivement dans confort et diminution effectivement des complications, tout à Ce qui fait. veut dire qu'à l'avenir, les diabétiques devraient avoir une vie un peu plus confortable, un peu plus légère. Ils devraient pouvoir mieux appréhender et mieux gérer leur diabète. C'est quand même une très bonne nouvelle. Bah oui, tout à fait. Bien sûr. J'ai oublié, voilà, ça m'est revenu pour le Dexcom G6. Allez-y. En fait, c'est le capteur ne se change plus tous les 7 jours, contrairement au Dexcom G4, mais tous les 10 jours. Donc ça aussi, c'est un gain de C'est un confort dans confort, l'utilisation du capteur. D'accord. Alors, une nouvelle question d'un internaute. Y a-t-il du nouveau concernant la pompe Omnipod? C'est Elias qui nous pose cette Oui. question. Donc tout à fait. Récemment, c'est tout récent en fait, la pompe Omnipod Dash qui succède à la pompe Omnipod est commercialisée et remboursée. Donc en fait, quelle est la différence entre ces deux systèmes? C'est essentiellement le terminal qui change, ce qu'on appelle le PDM. Le PDM, c'est un terminal qui permet de commander la pompe, en fait, de programmer les débits de base, de programmer les bolus. Il y a aussi des fonctions un peu plus avancées. Donc la forme de ce terminal change et prend la forme d'un smartphone avec écran tactile. Donc c'est déjà bien plus confortable pour le patient et bien plus moderne. Les autres avantages de ce système, c'est la possibilité de mettre un débit de base à 0, parce que jusqu'à présent, avec la pompe Omnipod, on ne pouvait pas mettre de débit de base nul. Donc avec ce système, on a la possibilité de mettre un débit de base à 0. Et on peut aussi ajuster de manière plus fine les ratios lorsqu'on fait de la sunnothérapie fonctionnelle. Les ratios, c'est un peu technique, mais les ratios de glucides en fait, par unité. Donc ce système permet un ajustement de 0,1 g de glucides par unité. Donc c'est plus précis. Alors justement, on sait qu'il y a beaucoup d'internautes qui nous écoutent qui sont diabétiques. Et il y a une question là, y a-t-il d'autres nouveautés qui améliorent, le confort des patients? Oui, alors il y a d'autres nouveautés. Pour rester sur les capteurs, on a vu apparaître cette année également le Freestyle Libre 2. Vous connaissez très certainement, beaucoup de patients connaissent le Freestyle Libre 1 qui a révolutionné la surveillance glycémique. C'est un capteur qui se pose au niveau du bras, qui enregistre le taux de glucose interstitiel en continu et qui permet d'obtenir, lorsque l'on va se scanner, non seulement la valeur instantanée du glucose interstitiel, mais également des flèches de tendance qui nous permettent de dire si le taux de glucose est en train de monter, s'il est stable ou s'il est en train de descendre. La nouveauté avec le Freestyle Libre 2 qui n'est pas remboursé, je le précise, c'est qu'il va permettre de mettre à disposition du patient des alarmes optionnelles. Donc le patient va pouvoir décider de programmer des alarmes en hypoglycémie ou en hyperglycémie pour pouvoir l'alerter lorsque le taux de glucose n'est pas dans la fourchette cible. L'intérêt de ce système également, c'est qu'il présente une plus grande précision, fiabilité au niveau des valeurs de glucose et surtout dans les valeurs basses de glucose. Donc c'est un dispositif qui n'est pas encore remboursé, qui peut, si le patient est intéressé, être commandé en fait sur le site du laboratoire qui le fournit, mais voilà, ce n'est pas encore remboursé. Ça coûte combien ?
Alors, c'est 60 € le lecteur et 60 € le capteur que l'on pose toutes les 2 semaines. Donc, ça fait 120 € par mois de capteur quand même. Et du coup, le patient, le diabétique, peut être plus serein en quelque sorte. Avec ces alarmes, oui, c'est sûr, bien sûr. D'accord. Bah, merci beaucoup de Merci nous à avoir répondu à ces questions. Nous allons maintenant passer au témoignage parce que ce qui est important, c'est de comprendre bien sûr la technique, mais aussi comment le vivent les patients. Et nous allons recevoir nos 2 témoins ce soir. Bonjour, nous allons recevoir Isabelle Leneveu et Roger Métivier. Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce plateau ce soir. Déjà, j'ai envie de vous poser une question. Vous avez reçu ce pancréas artificiel il y a 15 jours. Comment allez-vous? Bonsoir. En ce qui me concerne, ça va très bien. Ça va très bien. Ravi d'avoir ce système et de pouvoir en bénéficier en avant-première. N'hésitez pas à parler plus proche du micro. C'est une très belle avancée technologique qui nous est offerte. Et vous, Roger, comment ça se passe? Moi aussi, ça se passe bien. Disons que moi, je perçois, même si on n'en est qu'à 15 jours depuis la pause, je perçois quand même une meilleure qualité de vie, même si ça reste en devenir. Mais c'est déjà évident que pour moi, il y a une avancée liée à cette technologie qui fait que mon quotidien évolue dans le bon sens. Alors, parlez bien dans le micro. Oui. Vous, ça fait 45 ans que vous êtes diabétique, Oui. c'est ça? Oui. Donc, vous avez quand même une grande expérience de cette maladie. Oui. Il y a un avant et un après. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien? Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé bien des choses auxquelles aujourd'hui je n'ai pas encore complètement adhéré parce que j'ai un travail à faire justement sur ce qui peut être un avantage au départ de cette expérience de 45 ans de diabète ne l'est pas forcément dans mon quotidien aujourd'hui par rapport au pancréas artificiel du fait que durant 45 ans, donc j'ai évolué seul avec mon diabète, avec des discours qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, mais qui l'étaient à l'époque où je suis devenu diabétique et les décennies qui ont suivi. Et aujourd'hui, le processus, l'appréhension de ce processus est complètement différent. C'est-à-dire que je dois lâcher prise sur toutes mes anciennes habitudes qui étaient rattachées à au traitement que j'en faisais et des analyses que je faisais pour équilibrer au mieux mon diabète. Aujourd'hui, mon principal souci, qui va certainement passer avec le temps, mais je l'ai vécu durant ces 15 jours passés, c'est que j'ai du mal à ne plus maîtriser, puisque je dois laisser la machine faire, je dois lui accorder ma confiance. Et ce n'est pas complètement établi encore. Disons qu'il y a quelques jours en arrière, j'ai vécu un petit dysfonctionnement, mais lié essentiellement à mon comportement. Donc je dois mon plus gros travail à faire actuellement, c'est non pas de travailler avec la machine, c'est de l'accepter telle qu'elle est, une bonne fois pour toutes. Mais j'ai confiance, puisque les retenues que j'ai de ce qui s'est passé il y a quelques jours en arrière, du fait que je n'ai pas fait pleinement confiance à la machine, c'est que ça a déséquilibré mes glycémies. Donc j'ai la vérité face à moi. J'ai compris, en accord avec le docteur Bénichou et tout le personnel médical, qu'il ne faut pas y toucher. Il faut lui faire confiance. Voilà, c'est mon objectif. D'accord. Isabelle, expliquez-moi un peu comment ça s'est passé. C'est quoi ce pancréas? Ça fait mal? Non, c'est douloureux? pas du tout. En fait, moi, je l'ai vu comme la grande sœur de la pompe précédente. J'étais équipée de la 640. La 780 a exactement la même apparence. C'est la même. Sauf qu'il y a le pancréas artificiel, donc l'algorithme, qui est rentré à l'intérieur. En fait, nous avons les deux. On a toujours le mode manuel, donc comme sur la 640. Donc on peut toujours gérer en mode manuel. Et l'algorithme à côté, que nous avons accepté d'activer, qui gère, lui, automatiquement notre insuline au quotidien.
Quand on vous a proposé de tester en quelque sorte, puisque vous êtes les premiers en France à bénéficier de ce pancréas artificiel, vous avez tout de suite accepté, vous n'avez pas hésité, vous n'avez pas eu peur des problèmes techniques, etc. Ah non, moi j'ai dit oui tout de suite. Pour moi, c'est la nouveauté, c'est aller un pas en avant pour ouvrir aussi les portes aux autres diabétiques. Donc non, moi je n'ai pas hésité parce que j'avais déjà été lire les études aux États-Unis. Je m'étais déjà beaucoup renseignée auprès de mon endocrino aussi. Donc moi j'y suis allée en toute confiance. Et vous n'avez pas hésité non plus? Moi, je dirais même plus. J'ai lourdement insisté auprès du docteur Bénichou pour pouvoir bénéficier dès que possible de cette avancée technologique. Au quotidien, qu'est-ce que ça change pour vous, Muriel? Expliquez-moi un peu l'avant et l'après. Comment ça se passe? Elle est là, Muriel. Oui, pardon. Comment ça se passe? Expliquez-moi. Alors moi, je me sens totalement libre. Ça m'a enlevé à 90% la charge mentale parce que j'ai un diabète très instable. Il y a des fois où c'était trop compliqué pour moi à gérer. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a un lâcher-prise. Je commençais à me dire, si ça continue, je vais arrêter cette pompe à insuline. J'en étais arrivée là parce que c'est très lourd au quotidien. Moi, elle me réveillait 10 fois dans la nuit. Je faisais des hypos en permanence. Et à partir du moment où on a mis ce pancréas en route, j'ai trouvé l'apaisement. Je n'ai plus peur d'aller dormir. Mon mari est serein aussi parce que maintenant, il sait que ça fonctionne très bien sur moi. Donc il peut partir, il ne s'inquiète plus. On n'est pas tout seul, on a le docteur Bénichou à côté qui intervient si on en a besoin. On peut l'appeler à longueur de journée, elle est toujours présente pour répondre, ou même le service, on peut joindre l'infirmière aussi. On peut joindre aussi notre endocrino à nous. On n'est pas tout seul. Et ça, c'est très réconfortant dans ce nouveau système. Alors justement, votre infirmière, Muriel, a dû vous former en quelque sorte. Ça s'est passé comment? C'est simple, c'est pas si compliqué que ça. C'est très simple parce qu'en fait, c'est dans la continuité de ce qu'on connaissait déjà. Donc, Roger, vous, comment ça s'est passé cet apprentissage, ce changement? Ce changement, c'est bien passé avec les petites parenthèses dont je parlais tout à l'heure. Mais dans le principe, j'ai parfaitement adhéré. Je pense que j'avais déjà adhéré avant, un petit peu comme Isabelle. J'avais déjà adhéré déjà bien avant que ça soit vraiment d'actualité lors de l'hospitalisation fin octobre. Après, moi, si je peux me permettre de prononcer juste 2 mots par rapport au changement que je commence à ressentir de ce que ça m'apporte au quotidien, c'est l'accalmie et la sérénité. Je le sens, moi, ma vie avec le pancréas artificiel, comme avant, mais aujourd'hui avec cette nouveauté, moi je décline ma vie de diabétique en 2 parties. La partie nocturne, et la partie donc au jour le jour. Justement, la nuit, ça change quoi? Voilà, là, quand je parle de sérénité et d'accalmie, c'est là où je voulais en venir, c'est que même si dans ma vie d'avant, donc qui n'est pas si lointaine que ça, mais dans ma vie d'avant, je n'avais pas vraiment conscience que j'étais accaparé par les difficultés que m'amenaient les hypoglycémies nocturnes qui ont généré chez moi des comas hypoglycémiques, puisque comme tout le monde le sait, quand on est en phase de sommeil, on est moins réactif, on n'est pas au rendez-vous. Et donc ce qui fait que le grand changement aujourd'hui, c'est ça, c'est que quand je m'endors le soir, quand je me couche le soir, il y a des questions que j'ai plus à me poser. Donc je trouve une forme de sérénité dans l'appréhension de mon sommeil qui n'était pas le cas avant sans que je m'en rende compte. Aujourd'hui, je prends conscience de cet avancement qui n'a pas de prix. Parce que, comme on dit dans la vie de tout un chacun, si le sommeil est doux et cohérent, la journée va se passer, elle se passera comme elle devra se passer, mais il y aura déjà un atout à la base que moi je n'avais plus.
parce que je dormais très mal et j'ai fait des comas, j'ai des pertes de connaissance souvent rattachées aux hypoglycémies nocturnes. Donc pour moi, c'est vraiment le premier point important, parce que je sais que derrière, si au niveau nocturne tout fonctionne bien ou fonctionne mieux, ça suit dans la journée. Dans la journée, il y a l'humeur, l'appréhension des situations, quelles qu'elles soient dans la vie, sont appréhendées de manière différente si derrière il y a eu un repos novateur. Ce confort de vie supplémentaire que vous avez avec ce pancréas artificiel, il va vous apporter quoi au quotidien? Vous allez pouvoir faire des choses supplémentaires, vous allez pouvoir envisager l'avenir différemment. Isabelle, expliquez-nous. Bien sûr que je vais voir l'avenir différemment. Toutes les portes me sont ouvertes maintenant. Je peux aller me promener toute l'après-midi, chose que je ne pouvais pas faire. Parce qu'au bout d'un quart d'heure, je me retrouvais en très grosse hypo et je frôlais le coma à chaque fois. Je vais pouvoir partir en vacances sereinement, sans me dire, faut que je regarde s'il y a un hôpital dans le coin, s'il y a une infirmière au cas où, si tout ça est psychologique. Je peux manger librement maintenant tout ce que moi personnellement, je ne m'autorisais pas. C'est-à-dire, par exemple? Je suis revenue il y a 20 ans en arrière. C'est fort, c'est très fort. Je me revois comme une personne, je me vois là actuellement comme une personne non malade. Je n'oublie pas mon diabète, je ne peux pas l'oublier. Mais je revis comme une personne non malade. Donc la personne que j'étais il y a 20 ans. Alors, je suis sûre que nos internautes sont très intéressés par ce que vous nous dites. Ils ont des questions pour vous. Calibration, ça veut dire sécurité ou contrainte, cette question de Mathieu? Alors pour moi, c'est la sécurité. Parce que il y a toujours un écart entre la glycémie du sang et la glycémie interstitielle. Moi, ça me permet de voir l'écart qu'il y a entre les deux. Et ça, je sais, voilà. Je me dis, je sais pas, il y a 0,20 d'écart, c'est pas énorme. Alors qu'avant, j'avais 0,80 ou des fois même plus d'écart. Donc avec ce pancréas, tout a bien évolué. Le capteur a très bien évolué aussi. Roger, pour Voilà. vous? J'irai un petit peu dans le même sens qu'Isabelle, mais je vais rajouter quelque chose, c'est-à-dire que moi, le fait qu'il y ait ce calibrage à faire 2 fois par jour est une forme on se rassure dans le sens où on établit un lien entre, disons, le pancréas artificiel de ce qu'il décrit et la réalité. La réalité, on fait un test au bout du doigt, et donc ce qui fait qu'il y a des différences, mais les différences, c'est vrai qu'elles sont très infimes. Ça varie pour ma part de 0,05 à 0,15, c'est vraiment le grand maximum. Donc ce qui fait que, même si ça paraît naturel, et ça l'est, du fait de recalibrer le système, fait que on a cette forme de sérénité. J'insiste beaucoup sur la sérénité, parce que on va par exemple faire le premier calibrage à 8h le matin, et on sait que jusqu'au soir 20h, puisque c'est tous les 12 heures, et disons qu'il y a cette forme de comment on est rassuré, parce qu'on sait que ce que nous indique après le lecteur, il est très proche de la vérité. On ne se pose pas des questions du genre est-ce que c'est le bon taux, est-ce que c'est ça, puis finalement ça ne l'est pas. Donc voilà, c'est ce questionnement qu'on n'a pas à avoir. Donc pour moi, c'est plus sécurité que contrainte. Alors une autre question, est-ce que vous avez peur de la machine? Est-ce que ça vous fait peur, cette machine? On avait entendu en début d'émission des questions sur les peurs de piratage, la machine qui tombe en panne, etc. Isabelle, ça vous fait peur? Non, parce que c'est dans la continuité des pompes à insuline. Donc, si la pompe doit tomber en panne, parce que l'algorithme est intégré à la pompe, dans les 24 heures, on en a une nouvelle. Voire dans la journée, si le prestataire de service est dans les environs, on en a une nouvelle soit dans la journée, soit dans les 24 heures. Faut pas avoir peur de ça, puis ça tombe rarement en panne. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Vous avez déjà eu à appeler le service après-vente, comme disait votre infirmière? Oui, pour mes capteurs. Et mais alors, pour les anciens capteurs, pas pour ceux-là. du coup, Mais très bien. J'ai expliqué mon problème et dans les 10 minutes qui suivaient, la commande partait. Voilà. En 24 heures, le matériel est remplacé. Capteur ou pompe. d'accord. Et vous,
Est-ce que ça vous fait peur? Port de la machine en soi, non, dans le sens où, comme l'a expliqué tout à l'heure le personnel médical et entre autres le docteur Benichou, le système fonctionne quand même en Bluetooth, ce qui fait que même si on se réfère au niveau de l'appréhension qu'on pourrait avoir ou de la peur qu'on pourrait avoir par rapport à cette machine, entre guillemets, ça serait que ça soit piraté. Et là, il y a très peu de chances. Le risque zéro n'existe pas, mais il faudrait que la personne soit à proximité de nous-mêmes. Donc forcément, ça, c'est... Mais parfois, les peurs sont irrationnelles. Ça ne vous inquiète pas plus que ça? Non, parce que ça, c'est d'une part la peur du piratage, mais on pourrait aussi peut-être éventuellement avoir peur de la machine en elle-même, qu'elle se dysfonctionne toute seule, et que je pense que tout ça, c'est un petit peu expliqué avec le personnel médical tout à l'heure, où est-ce qu'il y a toujours cette machine, elle est prévue pour, s'il y a un défaut quelconque pendant un certain nombre d'heures, ça va revenir à ses bases, donc on va reprendre, nous, le contrôle dessus, en attendant d'avoir des informations du médecin qu'on appellera. Alors depuis le début de l'émission, on parle d'un paradoxe qui est que finalement cette machine, elle vous rend la vie plus simple, mais c'est compliqué de lâcher prise. Il y a une question d'un internaute, faut-il un accompagnement psychologique pour aider justement à se lâcher prise? Vous avez un peu répondu tout à l'heure. C'est compliqué pour vous, Isabelle. Est-ce que vous on a l'impression que vous avez lâché prise tout de suite? Ah oui. Ça a été ma première question quand j'ai vu le dispositif arriver pour la mise en place. J'ai dit, est-ce que je ne vais pas avoir du mal, justement, à me libérer de toute cette charge, à ne pas aller appuyer sur ma pompe, aller voir ce qu'il y a dedans, Eh ben non. Contrairement à ce que moi, j'ai pu penser, j'ai tellement fait de recherches sur les études qu'il y a eu sur ce pancréas, je suis rentrée dedans, mais j'étais curieuse, je voulais le voir en route. Donc, moi, je n'ai pas eu ce problème-là. Et vous, Roger? Disons que je pense que c'est en fonction de tout un chacun. Pour ma part, si je retiens que mon cas, moi je sais que j'ai compris. J'ai compris donc qu'il fallait lâcher prise, j'ai compris comment il fallait faire pour lâcher prise. Mais ça, c'est ma personnalité globale. Je suis quelqu'un de contrôlant, donc je veux tout contrôler. Et entre autres, même le pancréas artificiel, j'ai voulu à un moment donné le contrôler. Donc je sais que j'ai un travail à faire sur moi. Mais j'ai pas forcément, je pense aujourd'hui, peut-être que demain je dirai autre chose, mais me connaissant, je connais mes qualités, mes défauts, de ce dont je suis capable ou pas. Et c'est pour ça que je dis, en fonction de tout à chacun, ça peut-être que certains patients peuvent être amenés à avoir besoin d'un accompagnement psychologique pour lâcher prise. Mais c'est pas écrit à l'avance. Je pense que c'est en fonction de la personne. Oui, et puis quand on est comme vous, 45 ans, à se contrôler, ça va être compliqué de lâcher prise un peu du jour au lendemain. Oui. Un peu de temps. Aussi, un peu de temps. Ouais. Alors une autre question d'un internaute, la machine vous gêne-t-elle dans vos activités quotidiennes? Est-ce que c'est gênant? Disons que pour moi, ça l'a été au départ, dans le sens où moi j'avais une autre pompe donc sans tubulure auparavant. Donc, ce qui fait que, bien sûr, il a fallu que je m'adapte au nouveau système avec la tubulure. Alors, disons qu'il y a 10 ans en arrière, on m'avait proposé l'ancienne pompe, qui n'était pas le pancréas artificiel, mais avec une tubulure. Et à l'époque, j'avais fait passer un petit peu la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que psychologiquement, je ne me sentais pas prêt à être équipé d'une tubulure. Donc, j'avais laissé tomber et j'étais resté avec ma pompe d'époque. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu au docteur Benichou, c'est ce qui a généré ma motivation. C'est qu'aujourd'hui, j'ai un peu tourné ma veste. Et enfin, quand je dis aujourd'hui, il y a déjà quelques mois en arrière. Et donc, j'ai la tubulure qui peut être un petit inconvénient. Je l'ai laissé passer au rang du second plan pour privilégier plutôt la qualité de vie et la qualité de l'équilibre diabétique au quotidien, avec tout ce que ça peut comporter en bienfait pour la vie. L'accompagnement psychologique des médecins, des infirmiers, de la diététicienne, c'est important pour accepter ce pancréas artificiel. On a l'impression que c'est quand même quelque chose d'essentiel, tout cet accompagnement. Ouais. Oui. Enfin, moi je dis oui, vas-y Isabelle. Moi je dirais oui, parce que moi l'insulinothérapie, je ne l'ai jamais connue. Donc je ne m'en suis jamais servi. Je connaissais les bases,
Mais d'avoir en fait tout ce personnel autour de moi quand on m'a posé ce pancréas artificiel m'a permis aussi de comprendre réellement que j'allais pouvoir lâcher prise, que j'allais avoir une autre vie, du moins vivre mon diabète différemment. Je n'ai plus ces contraintes sur la nourriture, à part compter mes glucides, mais ce n'est même pas une contrainte. Moi, je ne le vois pas comme une contrainte d'avoir juste à compter ses glucides. Pour moi, c'est quelque chose qui est évident. Il faut le faire, on le fait. C'est la seule chose maintenant qui nous reste à faire sur le pancréas artificiel. C'est quand même beau. Pour vous, il y a vraiment un avant et un après. Oui. Moi, c'est le jour et la nuit. Et quelles sont vos perspectives? Vous m'expliquiez tout à l'heure que finalement, les complications auxquelles vous étiez confrontés auparavant, demain, ça pourrait être totalement terminé. Disons que terminé, je ne sais pas, mais je le pressens déjà maintenant. Comme je disais tout à l'heure, ça fait qu'on n'a que 15 jours de vie avec le pancréas artificiel. Donc ça reste en devenir. On va apprendre nous-mêmes des choses. Le personnel médical va apprendre aussi par notre biais à nous des choses aussi pour toujours dans le même esprit d'équipe, puisque finalement on travaille en équipe avec le personnel médical et le but c'est de continuer de transmettre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, de ce qui se passe pour aller vers une évolution encore plus performante. On a l'impression quand même que vous avez moins cette épée de Damoclès sur la tête qu'auparavant avec ce pancréas artificiel. Moi, je ne l'ai plus. Moi, c'est terminé. Moi, l'épée est partie le jour où on m'a mis en route le pancréas. Et vous? Oui, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit un petit peu depuis le départ, c'est-à-dire que pour moi, il y a de la sérénité qui s'affirme au quotidien, un petit peu plus chaque jour. Il y a des choses à comprendre, mais cette épée de Damoclès, comme vous le citez, c'est vrai qu'elle est bien moins présente. Elle est peut-être encore présente par moment parce que ça disparaît pas comme ça d'un jour à l'autre, mais on va vers cette image d'absence de contraintes, de moins en moins de contraintes et de plus en plus de compréhension. Et je veux revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de est-ce que l'accompagnement nous a apporté quelque chose, cet accompagnement avec les médecins, les infirmiers, etc. C'est pour moi la motivation que chacun avait de bénéficier de ce processus-là, n'enlève en rien ce qui était nécessaire, c'est-à-dire l'accompagnement derrière. Parce que la motivation sans l'accompagnement qui a été celui qu'on a vécu et qu'on vit encore avec le docteur Bénichou et donc ses assesseurs, et c'est évident que l'un ne va pas sans l'autre. Enfin pour moi, s'il n'y avait pas eu d'accompagnement derrière, il y aurait eu des questionnements qui auraient fait que j'aurais peut-être pas eu les réponses. Donc c'est pour ça que je dis que ça va vraiment dans le même sens. Pour moi, c'est évident. Isabelle, un conseil pour les diabétiques qui vont éventuellement bénéficier de ce pancréas artificiel? Ne pas en avoir peur. C'est la liberté. Oui, c'est comme le dit Isabelle, voilà, ne pas avoir d'appréhension, quitte à bien se renseigner avant, bien mesurer tous les paramètres avec le personnel médical, avec les endocrinologues, pour vraiment défaire toutes les questions existentielles qui puissent exister, et puis vraiment nous sommes c'est tout récent, mais nous déjà si on a un message à envoyer, c'est évident que non, il ne faut pas avoir peur de la machine. Il ne faut pas avoir peur. Et plus généralement, aux personnes qui apprennent qu'elles sont diabétiques aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme message? La médecine a travaillé pour eux, a développé une très belle chose maintenant. Qu'elle n'ait pas peur des nouvelles technologies, parce que c'est que pour notre bénéfice, c'est pour notre bien-être. Donc je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Qu'elle n'ait pas peur de cette technologie qui vient d'arriver, parce que c'est une bonne chose.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, faudrait que les gens puissent, enfin les gens concernés puissent les appréhender ces nouvelles technologies comme un allié et non pas comme un adversaire. Parce que ces nouvelles technologies, c'est évident, elles sont là pour améliorer le quotidien. Et moi, je sais de quoi je parle, puisque voilà, depuis 45 ans, donc c'est plus du tout la même chose. Je l'ai constaté, surtout depuis les années 2000, cette évolution qui fait que, enfin les évolutions qui font que, eh bien, on va vers le progrès pour améliorer le quotidien du patient, donc du diabétique en l'occurrence, via le pancréas artificiel et tout ce qui reste encore en devenir. Hein. En un mot, il faut vraiment faire confiance aussi au personnel soignant et à ces innovations technologiques. Ouais. Mais je vous remercie. Merci beaucoup Je vous en prie. d'avoir Oui. C'est avec plaisir. votre témoignage. Seulement 15 jours d'expérience. Et puis, on va laisser quand même le mot de la fin à votre médecin, le docteur Bénichou. D'accord. C'est quand même une avancée majeure. Et Bien comme sûr. ça s'est passé ici à Perpignan, on va l'accueillir encore sur notre plateau pour conclure. Ok. C'est assez formidable, ces deux témoignages. Vous alertiez tout à l'heure sur faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'engouement. Mais quand même, les deux témoignages nous apprennent qu'il y a vraiment un avant et un après la pose de ce pancréas artificiel. Oui, je crois que nous, les médecins, on peut dire beaucoup de choses, mais je crois que ça remplace jamais les mots des patients. Parce que c'est vraiment leur expérience. Et donc, ce sont deux patients très différents au niveau du profil et qui tirent bénéfice effectivement de ce type de traitement. Donc, par contre, comme vous le disiez, je crois qu'il y avait effectivement une question sur l'accompagnement psychologique. Je crois que l'accompagnement psychologique, bien entendu, il doit accompagner le traitement par pancréas artificiel. D'ailleurs, dans notre équipe pluriprofessionnelle, il y a une psychologue qui travaille avec eux. Bon là, il s'avère que la semaine où ils sont venus, elle n'était pas là, mais elle est en général impliquée donc, dans la prise en charge dans le cadre de cette éducation thérapeutique. Mais au-delà du pancréas artificiel, je crois que l'accompagnement psychologique doit être important pour tout diabétique, parce que je crois que les monsieur Métivier et madame Leneveu sont deux patients très différents, mais je crois qu'ils ont en commun d'avoir quand même accepté leur diabète. Et je crois que sans acceptation de diabète, il n'y a pas de traitement miracle. Donc le pancréas artificiel ne pourra jamais répondre à un patient qui n'a pas accepté la maladie. D'où l'importance de cet accompagnement psychologique dès le départ de la maladie. Parce qu'effectivement, on parlait des dispositifs, c'est des dispositifs quand même qui restent visibles. Et donc si le patient n'a pas accepté cette maladie, comment voulez-vous qu'il aille sur la plage ou n'importe où avec cette chose visible ? Alors effectivement, les industriels travaillent à des dispositifs de plus en plus miniaturisés. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a effectivement plusieurs modèles de pancréas artificiels, dont un avec la pompe patch, donc la pompe Omnipod, donc qui est la pompe sans fil. Alors ce pancréas artificiel sera associé à un capteur qu'on appelle le capteur dont a parlé Céline, le docteur Ide, le capteur Dexcom G6, qui n'a pas besoin donc de calibration. Donc tout ça pour dire que les industriels travaillent pour minimiser vraiment les contraintes et améliorer le confort du patient. Mais malgré tout, ça restera quand même quelque chose de visible, même si c'est très petit. En tout cas, visible au niveau, voilà, dans la tête des patients, ils resteront quand même diabétiques. Il faut qu'ils restent quand même diabétiques. Donc, ils restent avec leur maladie, même si, effectivement, ils ne vivent plus du tout de la même façon. Et ils peuvent avoir les mêmes objectifs que les patients tout venant. Enfin, que les personnes tout venantes, pardon. Bien, merci beaucoup. Merci pour ces précisions sur ce pancréas artificiel. Merci beaucoup. Merci également à tous nos internautes qui nous ont suivis. Vous étiez plus de 800 ce soir à nous suivre en direct. Merci pour toutes vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais vous savez, chaque semaine, eh bien, Diabète 66 organise ce Facebook Live sur notre page à midi, c'est le vendredi. Et dès la semaine prochaine, eh bien, notre endocrinologue répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous et à venir à nos rendez-vous.